À l'heure où le chef triplement étoilé Yannick Aleno ouvre au Palais Brognard à Paris sa deuxième cantine bistretière avec son génial concept de terroir parisien, il est temps de revenir sur son parcours aérien de Courchevel avec le restaurant 1947 et son expérience culinaire hors norme à Dubaï où il exerce sa cuisine d'exception dans les 3 restaurants du Palace, One and Only The Palm en passant par Beyrouth. Yannick Aleno est pour ainsi dire tombé dedans. Les fées cuisine sont penchés sur mon berceau. Je n'ai jamais voulu faire autre chose que ça. Quand je partais en CAP et que mes petits copains partaient faire des études supérieures, évidemment, c'est tout de suite dénigrant. Hein. Mais c'est comme ça, de toute façon, le monde scolaire est difficile, peut-être plus que le monde réel. Les enfants ne se font pas de cadeaux, et c'est peut-être aussi ce qui construit l'envie d'y arriver. C'est un peu ratatouille. Hein. Ouais. Vous voyez l'image de Linguine qui arrive dans une cuisine, c'était ça à l'époque. Hein. On rentrait sous la tutelle ou sous le tutorat d'un chef. Et après, c'était parti. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gabriel Biscay parce que mes parents tenaient un café. Et il venait prendre son jus le matin. Et c'était un peu la chance de rencontrer des gens. J'ai toujours eu de la chance, finalement. Manuel Martinez, ouais. Relais Louis XIII, 2 étoiles Michelin, meilleur ouvrier de France. Jackie Fréon, meilleur ouvrier de France, le premier Bocuse d'Or 89, 1 étoile Michelin. Gabriel Biscay, 1 étoile Michelin, j'étais au Royal Monceau avec lui. Roland Durand, il a eu 2 étoiles au guide Michelin. Martien Langard, 1 étoile au guide Michelin. Et Louis Grondard, meilleur ouvrier de France chez Drouan, 2 étoiles au guide Michelin. Tous meilleurs ouvriers de France. Tous. Ouais. Alors quand vous êtes formé par des gens pareils, c'est incroyable. En l'an 2000, Yannick Aleno décroche sa première étoile, ce n'est qu'un début. Le talent de Aleno est récompensé avec une seconde étoile en 2002. En 2003, il devient chef d'humoriste. Sa cuisine créative et légère attire les gourmets du monde entier. Le temps passe, les saisons tournent et le chef évolue. La cuisine s'affine au fur et à mesure que les étoiles tombent, sans filet. Dans un hôtel, on doit faire du 3 étoiles, on doit faire des restaurants contemporains comme vous voyez ici au Dali, ou bien être capable de servir 300, 400 repas en même temps pour un banquet. Faire du traiteur, puisqu'il faut quand même monter des repas en chambre. Tout ça, c'est un métier, ça s'apprend. Et j'ai eu la chance de le faire à travers de très beaux hôtels. Dans les créations de Yannick Aleno, l'audace le dispute à l'élégance. Les clients viennent aussi pour manger votre propre cuisine. Ils ne viennent pas pour manger une cuisine internationalisée. Ils viennent chercher la cuisine d'un auteur. Vous savez, quand je suis arrivé ici, on m'a donné les clés. On m'a dit, voilà, c'est ton restaurant et fais-le comme si c'était le tien. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors Yannick s'en donne à cœur joie, c'est à une cuisine chic qu'Aleno s'adonne. J'ai l'habitude de dire que ma cuisine est comme ma ville, et ma ville c'est Paris. Et en fait, je donne une cuisine parisienne à nos clients. Amuse-bouche, entrée froide ou chaude, poisson, viande, fromage et dessert sont aussi bons que beaux. La grande cuisine française est née pour moi à Paris. Et cet esprit est là, existe, comme la mode est à Paris. C'est donc autant de création et de raffinement dans l'élaboration du plat que dans ses présentations. Alors il y a des bases, des choses qui ont existé, et puis des réinterprétations. Puisque Yves Saint Laurent disait toujours, on ne fait que réinterpréter les choses. Et en cuisine, c'est pareil. Pas de pantalon à 3 jambes donc, mais des associations inédites. Là, il y avait la grande tradition du boudin noir à Paris. Aujourd'hui, ça devient ici sur notre table un boudin noir de homard aux pommes, comme un maquereau vin blanc. Mais aujourd'hui, on va y appliquer des techniques venues d'Asie pour faire mariner le poisson, etc. Donc ça veut dire que c'est finalement l'esprit qu'on essaie de préserver. Cet esprit un peu canaille, mais ce n'est pas une cuisine bistrotière que l'on propose, c'est une grande cuisine. Une bonne cuisine mal mise en scène et sans innovation ne serait pas gastronomique. Les vieux principes d'hôtellerie, il fallait transporter des plateaux en argent pesant 6 kilos, des assiettes. Une assiette, c'est 1,8 kg chaque. Donc vous multipliez par 4. Une cloche, c'est plus de 2 kilos. Vous multipliez par 4. À l'intérieur d'une assiette, on met 150 grammes de nourriture, vous multipliez par 4. Et vous arrivez à avoir des jeunes qui portent des plateaux de 13 kilos comme ça et qui s'abîment le dos. Et je trouvais ça un peu inadmissible. Donc on a commencé à créer ces plateaux en carbone qui pèsent moins d'1 kilo. Donc déjà on réduit le poids de 5 kilos. Ce n'est pas tout. Le chef est celui qui doit penser à tout. Le décor, l'assiette s'appelle onde et le décor reste sur table. Et je ne me sers que de la surface utile, c'est-à-dire la surface de création en cuisine. Donc on a diminué forcément le diamètre et le poids de l'assiette, les cloches ont diminué également, et on se retrouve au quotidien à économiser 1 tonne de matériel transporté, ce qui est colossal.
ce qui est colossal. Un service gastronomique, on trimballe 800, 900 assiettes. Entre la tasse, la sous-tasse, l'assiette à pain, le ceci, le cela, c'est 900 assiettes pour un service de 50 couverts. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, on a redressé le service puisque les plateaux sont portés à l'épaule, ils sont ultra légers et on passe le service comme si de rien n'était. Et donc je suis content, c'est je pense une vraie avancée et l'hôtellerie moderne doit avancer dans ce sens-là. Yannick Aleno, c'est 3 étoiles, un soupçon de gouaille, un rien de canaille, une curiosité qui n'a d'égal que sa créativité jubilatoire. Bref, la classe, le tout à la sauce royale. Les étoiles, c'est très important. Comme dit Paul Bocuse, on peut faire sans, mais c'est mieux avec. C'est comme l'école. Si on n'avait pas un maître pour nous juger et de faire un constat sur notre travail, la nature humaine est faite pour de la performance. C'est le critère, à mon avis, encore fiable, mondial. Et c'est justement à l'exposition universelle de Shanghai que l'on pouvait voir à la soirée Dior les filles sur la piste de danse avec des petits fours signés Yannick Aleno. Je pense que la cuisine, c'est comme la couture, les choses que l'on additionne, qui sont derrière, le travail que l'on met pour faire plaisir aux gens, ne se voit pas forcément. Mais le résultat est tellement flagrant, tellement évident que, voilà, il se passe un truc. Et voilà un sac Dior mignon à croquer. On a fait la reproduction du sac, en fait, qui était l'égérie de ce soir. On a vu Marion Cotillard avec ce soir. Donc on l'a fait avec une ganache un peu citronnée. Voilà, on a essayé de reproduire à l'identique le sac créé par Toledano. Quels que soient les exercices de style, un même désir, le dépassement de soi à la montagne comme à la ville. On confie et on s'associe finalement sur des projets. Il faut être objectif, il faut être regardant, il faut être stratégique. On est dans une concurrence incroyable. Et ce qui fait venir les gens et un succès commercial, c'est l'intelligence que l'on met dans l'entreprise. Une intelligence qui atteint des sommets dans le jardin alpin de Courchevel. Le célèbre palace Cheval Blanc lui a confié ses 2 restaurants. Le 1947 est un lieu d'exception conçu sur mesure. Quand j'ai été voir M. Arnaud pour lui demander de me faire le nouveau 47, en bas, il n'a pas hésité 2 minutes parce que j'y suis allé, je pense, avec les bons arguments et je pense la bonne vision pour sa maison. Je sentais qu'il était temps qu'on ait un restaurant extrêmement luxueux, pointu, qui a un regard porté sur l'avenir. Et cet outil de travail, comme j'aime l'appeler, a été dessiné et réalisé pour l'entière satisfaction des clients. Toutes les assiettes ont été faites sur mesure, il n'y en a pas une pareille, elles ont toutes leur signification. Enfin, c'est fait à la main, quoi. C'est un travail d'artisanat important. Ce restaurant, je l'ai voulu aussi autour d'un concept qui est le repas gastronomique des Français. C'est-à-dire qu'en France, avant de recevoir des gens, on réfléchit à savoir ce que l'on va leur donner, quel plat principal on va leur offrir. Donc voilà, j'ai voulu construire le menu autour de ce plat principal. Et autour de ce plat principal, je grimpe comme ça, je monte vers une succession de petits plats tous étudiés où on va tirer la quintessence de chaque produit. C'est un restaurant de destination, donc les gens qui viennent, je le souhaite en tout cas, venir nous voir, c'est pour partir avec nous dans cette aventure et au voyage culinaire de Cheval Blanc. Ce restaurant est une œuvre d'art. J'ai voulu finalement que les clients ne soient pas éloignés de la cuisine et que ce point de convergence là qui est là soit justement l'endroit où tout l'ensemble du restaurant se réunit pour travailler et pour être au service du client. C'est plus une cuisine, une salle, une sommellerie, ce sont 15 personnes qui sont dévouées au bien-être des 20 convives que l'on reçoit chaque soir. Il n'y a rien sur table. Vous arrivez, on a étudié un bol comme ça qui est galbé, donc que vous pouvez tenir sans couvert. Vous le portez en bouche comme ça, il est merveilleux, il a un galbe spécifique. On vient vous verser un consommé. Ce soir, on va le frotter aux aiguilles de pain pour trouver ces goûts de résine. J'adore le résineux du pain, ça sent bon. Et ensuite, on attaque l'apéritif. Il y a des feuilles de calamar à l'encre de sèche, des petites bouchées de calamar au tourteau, un fuseau croustillant à la truffe. Ensuite, on va délivrer le pain en truffe qui a été cuit à la minute sur son feu de bois, comme ça avec le pain, le beurre. Je pense que ce beurre mérite un écrin incroyable. Et ensuite, une succession de petites entrées. On va retrouver là les petits céleris que l'on cuit au cocooning. Ça, c'est un objet de cuisson que j'ai dessiné. Et en fait, ça, c'est pour retrouver le goût des origines. Donc, j'ai essayé de réfléchir pour avoir un outil qui vous permet et qui me permet
de le sortir du fourneau et de vous le servir et de le déguster immédiatement sans déperdition de chaleur, de goût, d'humeur, de goût, de sel, etc. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles on a travaillé. Vous allez retrouver une Saint-Jacques en fine tranche comme ça, comme un millefeuille, Saint-Jacques très fine, un millimètre de truffe, un millimètre de Saint-Jacques, un millimètre de truffe, un millimètre de Saint-Jacques, comme ça jusqu'à l'infini, jusqu'en haut de la terrine, cuit de vapeur avec un petit beurre blanc. Voilà. Et ensuite ce soir on a un dos de chevreuil avec une couqueline de pommes de terre au truc. Donc c'est une grosse tourte comme ça de pommes de terre cuites comme un gratin, vous savez, dans lequel on a emprisonné des feuilles de truffe et dans une pâte. Une pâte à cook, c'est la pâte qui est entre le feuilletage et le croissant. Je vous le conseille. Le restaurant accueille un nombre volontairement restreint de convives. Dîner au 1947 est une expérience hors norme et jouissive. Yannick Alléno traque le produit à son apogée pour délivrer une collection de mets singuliers à un public passionné et raffiné, une vision concrète de la rareté. C'est une recherche perpétuelle de l'exceptionnel. Et tant qu'on n'a pas touché le parfait, on va essayer de le trouver. Une cuisine qui, par-delà les sensations, atteint le domaine bien gardé des émotions. On a fait une cave à saucissons. On a été chercher les plus beaux saucissons dans le monde entier. On a eu du Mississippi, on en a eu évidemment de Savoie. Une quête de la quintessence de chaque produit pour atteindre une perfection qui fait, le temps d'une soirée, tout oublier, jusqu'à la couleur du cheval blanc d'Henri IV, direction Paris, où nous suivons ce bourreau de travail. Est-ce que c'est un travail? Je ne le considère pas comme cela parce que ce n'est pas une souffrance. La chance que j'ai, c'est que tous les jours, j'ai l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires. Un vigneron, un architecte, un grand patron. Enfin, vous vous rendez compte? Moi, je suis un fils de banlieue. Voilà. De la banlieue, en passant par la place de la Bourse jusqu'à Beyrouth, Yannick Alléno fait voler en éclats le plafond de verre et installe son restaurant Le Stay dans le quartier des Nouveaux Souks. Autour de nous, il y a toutes les bijouteries. Et on a voulu créer ce lieu comme un bijou. C'est une bijouterie, c'est-à-dire qu'on accueille les gens dans le même esprit, c'est-à-dire avec autant de raffinement, autant de soins, autant de temps qu'il faut pour que la personne choisisse son petit gâteau. Alors, on est parti sur un concept peut-être un peu différent, c'est-à-dire qu'on est parti du gros Saint-Honoré jusqu'au plus petit à déguster en milliardise. Ça m'amusait beaucoup de décliner comme ça un peu la gamme de la pâtisserie. On a essayé de faire une pâtisserie moderne, à savoir une pâtisserie beaucoup moins sucrée. Je crois qu'aujourd'hui, on joue sur des différences. Au contraire, un ajout de 2 grains de sel dans une pâtisserie fait la différence et fait ressortir les arômes de sucre. Il porte donc haut et loin les couleurs d'une cuisine aux origines parisiennes qu'il fait évoluer avec finesse. Ça fait bientôt 3 ans que l'on a commencé ce projet. On a réfléchi le moindre détail, la moindre hauteur de fauteuil, de table, le moindre recoin, tout est en détail. Alors, je pense que tous les détails que l'on a pensés qui ne se voient pas vont faire de ce lieu un lieu de référence. Un lieu de référence parce que pensé par l'agence Moitié Rivière comme un lieu de vie, une définition du luxe qui réside dans la qualité de la rencontre. Ce restaurant-là, je l'ai rêvé, je l'ai voulu, et c'est vraiment mon observation d'un état des lieux d'aujourd'hui. Et je voulais répondre à cet état des lieux en disant, voilà, venez chez nous, dans ce restaurant, et faites-le simplement. C'est un métier intense, mais bon voilà, c'est comme ça qu'on vit aussi, hein. C'est un métier où on n'arrête jamais, et le temps imparti. Ce qui est très difficile dans la restauration, c'est les 2 moments de service qui sont le déjeuner et le dîner. On monte 2 fois sur les planches et on va s'exprimer 2 fois, donc il ne faut pas louper ce moment parce que les gens viennent aussi pour avoir un moment inattendu, et ça a une tension extrême, mais je pense que sans cette tension, on ne sort pas grand chose de bien. Et Yannick Alléno promène son univers sans frontières de Pékin à Taïwan en passant par Dubaï où nous avons suivi ses pas. C'est dans un décor aux influences mauresques et andalouses que le chef offre sa table au prestigieux palace One and Only The Palm. Je suis un chef d'hôtel. En fait, ce qui me passionne, c'est l'hôtellerie de luxe. Et ce qui me passionne, c'est de créer la vie dans ces hôtels. Il faut aussi être capable d'amener une cuisine décomplexée, une cuisine quotidienne à nos résidents, aux gens qui viennent vivre dans nos hôtels ou qui les pratiquent de l'extérieur.
Et du coup, plus j'avance dans ce métier et plus j'arrive à comprendre des concepts et de conceptualiser finalement le quotidien des gens. Et ça me passionne parce qu'on apprend plein de choses. Yannick, c'est aussi une belle histoire parce que Yannick a non seulement un grand talent culinaire, mais c'est aussi quelqu'un avec une personnalité exceptionnelle. Et on lui a donné toute la restauration. Vous savez que dans beaucoup d'hôtels, en général, on ne donne que un restaurant. Ici, nous avons trois restaurants. Une carte blanche que Yannick Aleno a su utiliser avec une classe et une créativité franche. Le stay, comme vous le savez, c'est les restaurants contemporains que je développe à travers le monde. On pénètre dans un endroit assez confiné, hein, c'est un très joli restaurant. J'avais envie d'un endroit où on enlève un peu tout le chichi-pompon que nous avons dans les mégapoles, qu'on desserre un peu la cravate, que les maîtres d'hôtel vous approchent avec plus de simplicité. Les gens ont besoin d'être accompagnés encore plus qu'avant, envie de se détendre encore plus qu'avant. Les temps sont de plus en plus durs, de plus en plus tendus, et j'avais envie d'offrir cette parenthèse de vie aux gens. Et le stay, c'est finalement une parenthèse de vie, de plaisir. Suite de la visite, direction le bord de mer. La vue sur la ligne d'horizon de la ville est spectaculaire. Pour en profiter, le chef a imaginé une terrasse lounge, les pieds dans l'eau. Voilà, là on est dans le 101, le restaurant de fête de la maison. Ici, on a pas loin de 74 cuisiniers, 74 cuisiniers que nous avons formés pendant 1 an et demi, justement, à être prêts à offrir cette grande gastronomie française. Et ce qui fait la différence, finalement, c'est le cœur qu'on y met à la tâche, et de vivre l'expérience et de vouloir la faire partager. Et aujourd'hui, on sent en plus l'activité, les gens s'approprient de plus en plus c'est un restaurant, et les restaurants marchent extraordinairement bien. À l'image de Dubaï, la cuisine est à la croisée des continents. Le Moyen-Orient, l'Asie et l'Occident, voici le 3e restaurant. Voilà, le Zest. Le Zest, c'est le restaurant de tous les jours, le restaurant, ce qu'on appelle le all-day dining, que l'on utilise pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, le thé l'après-midi, le dîner le soir pour les résidents de l'hôtel. Tiens, on va passer en cuisine. Voilà. Ça va, Hugo? Christophe? Ça va? Ah oui, chef. C'est forcément bon à partir du moment où on y met autant de sérieux. Je passe du temps, énormément de temps à déguster, à cuisiner pour que les plats soient une réussite. C'est souvent plus difficile de faire simple. C'est vrai qu'à Dubaï, la simplicité est une velléité bien difficile à trouver. Le grand chef voyageur nous ramène au cœur de Paris où il révèle son invisible terroir. Du cresson de Montmorency au miel de l'Opéra de Paris, tout cela est à découvrir ici. Le terroir parisien a démarré en 2006, suite à un papier qu'avait écrit François Simon. C'est assez étonnant parce qu'il prenait comme ça des chefs de ma génération, des noms de chefs, des plats des chefs de ma génération, il avait mêlé tout ça, il avait demandé au lecteur, écoutez, trouvez à qui appartiennent ces plats. Et il y avait une espèce pas d'imitation, mais de choses qui se ressemblaient en tout cas. Alors premier réflexe, prenez le papier, vous le jetez à la poubelle, mais c'est pas possible, pour qui il se prend. Non. Et le soir, je suis revenu, j'ai repris le papier, je l'ai relu et analysé. Et je me suis dit, mais si, il a raison. Il a évidemment raison. Son analyse est la bonne. Et mon identité, c'est quoi ? Quand j'étais gamin, j'osais même pas dire que j'étais fils de bistrotier, j'osais même pas dire que j'étais parisien. Parce qu'à l'époque, tous les cuisiniers venaient de province. Jusqu'à présent, je faisais plutôt valoir les origines de ma grand-mère, de ma mère, de Lozère, ou les origines bretonnes de mon père, mais voilà. Et je me suis dit, bon, finalement, si tu plantais ton vrai drapeau parisien là, bon, c'est chez toi, en fait. Pour faire une cuisine, évidemment, qu'est-ce qu'il nous faut? Des produits. Et donc, j'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour des banlieues, retrouvé la pêche de Montreuil, de l'asperge à Argenteuil, du chou de Pontoise, des fraises de Bièvre, des cerises de Montmorency. Il y a une culture charcutière en France très forte. Donc, et j'ai été voir Gilles Véraud pour parler de saucisson à l'ail, de pâté en croûte, de pâté pantin, de pâté de houdan, des gens qui font de l'agneau en Ile-de-France. C'était l'agneau qu'on mangeait à Pâques traditionnellement, et c'est Louis XIV qui avait demandé à ce que l'on fasse cet agneau. Donc voilà, et aujourd'hui, c'est la traduction de toutes ces recherches qui sont mises au jour devant le client.
Le titi-parisianisme est porté à son paroxysme dans ses cocottes aux saveurs dénichées aux quatre coins de l'Île-de-France. Une ambiance qui n'a rien à envier aux bistrots les plus chauds de la capitale. J'ai essayé de faire, grâce à Jean-Michel Wilmotte, avec le trait de Jean-Michel Wilmotte aujourd'hui, ce restaurant. Et voilà, donc on est dans un restaurant hyper contemporain, mais il y a ces codes forts de bistrot, le comptoir et la pièce maîtresse. On y vient manger, on y vient boire un coup, on y vient manger un sandwich, mais on vient aussi s'asseoir pour manger le plat du jour. C'est ça, finalement, le bistrot. Le plus, c'est que Yannick Alléno met des étoiles au bistrot. Ce restaurant, c'est une ode au terroir. Il faut savoir qu'il y a des agriculteurs à Paris. Souvent, on a tendance à l'oublier, mais derrière tout ça, il y a des gens qui cultivent de la terre. Quand vous allez vous promener à Cergy-Pontoise, vous voyez des gens en train de cultiver des choux et vous avez la route qui passe, ou un supermarché derrière. C'est aujourd'hui ça le visage de l'agriculture parisienne. Les pêches de Montreuil. Et j'invite tout le monde à venir goûter cette pêche. Elle s'appelle la téton de Vénus. Montreuil était finalement le garde-manger de Paris. Le verger de Paris, on mangeait des figues blanches, on mangeait des pêches, on mangeait des fruits, des abricots extraordinaires. Tout ça a un peu disparu, donc on va essayer aussi d'accompagner les agriculteurs à nous redonner ces produits parce que je pense qu'on en a besoin pour travailler. Il y a eu cette réversion, prise de conscience. Derrière, il y a eu le Servia, c'est une organisation d'État qui a commencé à créer le label de saveurs d'Île-de-France grâce au terroir parisien. On crée une association de restaurateurs dont je fais partie, et je suis même le moteur de gens de banlieue, qui s'appelle Pousser ici, cuisiner ici. On est redevenu, alors ça paraît un peu con, mais on est redevenu autonome sur la culture de l'oignon. Ça y est, on est capable de fournir suffisamment d'oignons pour la population parisienne. Des carottes, des produits de base comme ça. Donc il y a une vraie réversion. Très utile en cas de siège, l'Île-de-France est un vrai jardin secret. Elle comporte 800 producteurs référencés. Mais la gastronomie, c'est un art de vivre. C'est la réunion des vignerons, des gens qui font des belles serviettes, des belles chaises confortables, enfin tout ça. Les produits exceptionnels, des chefs extraordinaires, c'est ça. Une réunion de talents qui, avec Yannick Alléno, prend des allures de communion où chaque élément est le fruit d'une grande attention. Je crois qu'Yannick est surtout curieux et c'est pareil pour si on fait de la création picturale ou une œuvre littéraire. La curiosité, c'est le résultat d'une projection en avant, c'est-à-dire une capacité à imaginer et inventer. Les maîtres et les chefs ont en commun le génie. Une sauce, c'est un peu comme une toile, sauf qu'elle donne plus envie. J'ai commencé à créer des bases modernes de sauces. C'est-à-dire que je suis parti dans un autre esprit. Une sauce moderne, c'est diététique, c'est puissant de goût, c'est facile à réaliser, en tout cas avec des process. La sauce d'antan, c'est une sauce qui demande un savoir-faire phénoménal. Plutôt que de tout mettre dans une casserole, j'ai sorti de la casserole les éléments qui composaient la sauce. Et j'ai essayé d'en exprimer le meilleur truc, par un système de cuisson. Et donc on a trouvé un truc phénoménal, qui est ce que j'appelle l'extraction. Et ensuite de ça, plutôt que d'appliquer une réduction par le chaud, comme on l'a toujours fait, j'ai appliqué une réduction par le froid. Ça s'appelle la cryoconcentration. Et il en sort un jus, et donc on applique comme ça des réductions successives, et ça donne des extractions. Et ensuite, j'applique un système, un truc qui est simple, c'est ce que font les vignerons depuis tout le temps. Donc mes extractions, c'est comme mes vins de réserve, et je les assemble pour faire des sauces qui ont des goûts extraordinaires, des choses que je n'avais jamais eu l'occasion de goûter. Et pour moi, ça, ce sont des sauces modernes. Donc, il n'y a pas de sel, puisque j'ai réduit, par la concentration, j'ai la minéralité qui est là. Donc, c'est pas mauvais pour la santé. Donc, on a plein d'avantages, c'est-à-dire qu'on retrouve le goût de faire des sauces, de mettre de la sauce et d'y aller. Et Dieu que c'est bon. Une naturelle générosité que rien ne pourrait brider et qui fait de lui un vrai grand cuisinier. Si, par le travail, par la différence, j'arrive à faire rêver un minimum de gens avec une assiette ou un plat ou un truc, je pense que j'ai réussi mon truc. Un bon rêve étoilé dont il est malheureusement temps de se réveiller.